parents et amis avec Gilles Parent. Bien le bonjour, bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications disponibles. Merci aux gens qui prennent le temps de nous écrire. On peut même nous envoyer un message vocal. On est aussi moderne que ça. Vous allez sur gillesparent.com, dans le haut à droite, contact, et c'est simple, les gens l'utilisent soit pour des suggestions, soit pour des questions. Peu importe vos questionnements, on prend le temps de répondre. Il n'y a quand même pas 100 000 personnes qui écrivent par semaine. Ne vous cassez pas la tête. Il est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Il est conférencier, chroniqueur, analyste et aussi auteur de plusieurs livres sur le marketing et la communication. Bonjour, prof Dupont, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très bien toi? Oui, absolument. Très content de te parler. C'est toujours un petit bonheur. Écoute, on est un vieux couple. Oui, effectivement. D'ailleurs, on va fêter, ou je pense qu'on fête. Les noces d'argent bientôt. 21 ou 22. Là, je crois que c'est 22 sans blague. Oui. Au moins. Parce que j'ai souvenir des premiers échanges entre toi et moi. Mm-hmm. Et à l'époque, on était quelque part là en 2002, je ne veux pas me tromper. Maximum 2002. J'ai commencé à 2001, à l'automne 2001, oui. Mais tu as commencé assez rapidement après. Oui, dans mon souvenir, c'est 3 ou 4 semaines après ton début. Bon, ben c'est 2001. Donc, alors, nous fêtons donc notre 20... Oui, OK, ça marche. Moi, j'ai une date. En fait, j'ai une année qui va, dans le fond, je vais célébrer mes 50 ans de micro en 2028. Si je m'arrange jusque-là avec les podcasts, fait que c'est quand même, ça fait beaucoup. Ça s'est fait. Ouais, en fait. Et ça s'écoute encore comme du bonbon. Oh oui, je te le dis parce que tu fais quelque chose qu'à peu près personne, pour ne pas dire personne, ne fait au Québec, c'est que tu interviews des gens d'affaires. Moi, là-dessus, là, ça, tu gagnes mon cœur à chaque fois. Tu as parlé avec des restaurateurs à au moins 2 reprises. Oui, plusieurs fois. Puis j'en ai quelques-uns dans quelques mois. Le Cosmos, oui. D'ailleurs, très intéressant aussi. On en a appris pas mal parce que je trouve que autant Louis McNeil, dont tu parles, et le propriétaire du Mézeray, Sébastien, ont ouvert beaucoup. Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Tu sais, le prix de la bière, le prix de ce qu'eux autres payent, puis comment ça coûte à des employés. Non, je ne savais pas. Et je trouve que malheureusement, trop souvent au Québec, quand on parle des gens d'affaires, c'est pour les démoniser. Ouais. Et enfin, quelqu'un arrive et dit, ces gens-là sont importants, ils sont importants pour toutes sortes de raisons, sur le plan économique, sur le plan culturel, ils donnent des emplois, ils créent des entreprises. L'activité économique, tout ça, c'est pas négligeable. Au-delà de ça, des bons moments. Aller au restaurant, c'est toujours un bon moment. Et d'entendre ces gens-là nous raconter non seulement leur petite histoire, mais aussi parfois leurs émotions. Et les défis. Ils ont beaucoup de défis. Mézeray, je prendrais cet exemple-là. Oui. C'était particulièrement touchant. Là. Je te dirais que c'est une de tes entrevues à cet égard-là, moi, qui m'a beaucoup interpellé. Et ça, je trouve ça remarquable. Juste ça, ce serait déjà extraordinaire. Et c'est la beauté du podcast. C'est qu'on en parle et tu leur parles. Mais c'est souvent les intérêts de l'intervieweur. C'est-à-dire que moi, les affaires, j'ai toujours été content de dire, moi, ceux qui réussissent au Québec, ceux qui réussissent à s'élever, à grandir, j'ai toujours aimé ça. Et je te fais une petite parenthèse parce que récemment, il y a eu des changements et je dirais, tu sais, pour ce qui est de mon fils Émile, qui est dans H2 Pro, je raconte tout le temps aux gens, tu sais, c'est une belle histoire parce que là, je les vois aller, ils sont en train de développer vraiment la région de Montréal, ils s'en vont vers Gatineau, Ottawa, Sherbrooke, ils s'en vont en Ontario, ils développent. Il y a un nouveau directeur général, c'est vraiment un développement fou, là. Il approche 5000 clients. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, Luc, comme père, moi, quand Émile était en administration à l'Université Laval, il y a eu deux moments majeurs, c'est-à-dire la dernière année, on lui offrait d'aller faire une session à l'international. Il est allé, il avait choisi Londres en premier choix, deuxième Paris, troisième Pamplonne en Espagne. Finalement, il s'est ramassé à Pamplonne. Et sa femme d'aujourd'hui, Carla, qui est de la famille italienne, elle avait choisi aussi 2 autres villes. Je pense que c'était Barcelone et Londres. Puis Pamplonne en dernier choix. Elle s'est ramassée à Pamplonne. Ils se sont connus là. Fait que ça, c'est assez drôle. Et l'autre chose qui est très drôle, c'est que parmi les tâches, toi qui es professeur à l'université, parmi les tâches à l'université, il y avait eu de créer une compagnie de toutes pièces, en théorie. Fait que lui, il avait fait
nettoyage de piscine, entretien de piscine, il avait parti ça. Puis à l'époque, ça s'appelait Piscine Serein, ce qui n'était pas le meilleur nom non plus. Après ça, c'est devenu Aquapro. Finalement, pour le développement futur, on a changé pour H2Pro, ce qui est une très bonne idée. Mais le point est le suivant, c'est comme père, Émile m'avait dit, là, faites-en pas, je ne ferai pas ça toute ma vie. Là. Parce qu'il avait commencé le premier été, il dit, je vais le mettre en branle. Il y avait 17 clients son premier été. Et 10 ans plus tard, c'est une compagnie qui facture 7-8 millions par année. Là. On est ailleurs complètement. Son frère est rentré dans la compagnie, son cousin aussi. Récemment, il y a eu une promotion. Ils ont changé la structure de la compagnie, ont continué à grandir. Le défi de l'immigration, ils vivent à temps plein. Ils ont acheté des maisons pour accueillir plus de 30 Guatémaltèques qui travaillent pour eux. Fait que, ils sont dans la mouvance actuelle des gens qui font soit des services que les Québécois ne veulent pas faire, ou soit des services qui sont saisonniers, entre autres. Il y a beaucoup de ça. Il y a évidemment les petits cueilleurs, en fait, les cueilleurs de petits fruits. Et pas juste les petits cueilleurs. Des jobs qu'on ne ferait pas. Je disais à ma blonde ce matin, en voyant ça dans les champs pleins à l'île d'Orléans, d'immigrants qui viennent faire la job qu'on ne veut pas faire. Je dis, moi, je ferais 20 minutes, j'aurais le dos scrap pour la semaine. Là. On n'est pas habitué à travailler ce genre d'affaires-là. Fait que, mais pour revenir à Émile, au départ, il dit, je ne ferais pas ça toute ma vie en voulant dire. Mais j'ai dit que tu vendes du chocolat, que tu vendes des produits, que tu vendes des services, que tu fasses un service à la clientèle comme ça, que tu vendes des journaux, c'est quoi la différence? Oui, c'est quoi la différence? En quoi c'est mauvais? Il se voyait comme, je peux pas nettoyer les piscines. Attends un peu. C'est une structure. Et là, il voit aujourd'hui, il me dit, c'est vrai que la structure fait qu'on peut se bâtir toute une carrière. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est ça que j'ai toujours aimé des entrepreneurs, qui prennent des risques et qui voient plus loin que le bout de leur nez. Oui, et ce sont de belles histoires, mais on les entend jamais. Oui. Donc, on l'apprécie effectivement. Bon, on a une belle histoire, on a un bon thème. On a un thème qu'on a... On a souvent eu du plaisir, je pense qu'on va en avoir encore aujourd'hui à parler des Jeux olympiques. Il y a toujours des enjeux, il y a toujours la situation sociopolitique, économique, qui fait qu'on se pose plein de questions. Parlons que je dirais à l'actuel danger mondial avec des conflits à gauche et à droite, on les connaît, on n'a pas besoin de toutes les répéter. Fait qu'on se dit, comment ça va influencer les Jeux? Est-ce qu'il va y avoir plus de sécurité? Est-ce que c'est ça? Fait qu'il y a toujours des enjeux. Est-ce que certains pays vont être là? Est-ce qu'ils vont accepter que leurs athlètes soient là? Est-ce qu'il va y avoir du boycott? Fait qu'on arrive avec les Jeux de Paris dans un moment où ça râle en France comme ça se peut pas, où on a dissous le gouvernement. Vraiment, c'est rare que les Jeux olympiques qui se passent calmement sans avoir aucun éclat dans la société. Oui, et c'est drôle que tu parles des Français qui râlent parce que je me tapais récemment une entrevue de LVMH. Oui. Alors, LVMH, évidemment, qui est le géant du luxe, qui est d'ailleurs un des commanditaires cette année. Là, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle communément les partenaires mondiaux, mais c'est évidemment compte tenu du fait que, ça se passe à Paris. Évidemment, LVMH est une entreprise française. Un gros national, dans le fond. Oui, et qui est à la tête de cette entreprise-là, qui est tantôt l'homme le plus riche du monde, tantôt le deuxième. Alors, c'est Elon Musk. Généralement, d'ailleurs, aux semaines, là, tantôt c'est un, tantôt c'est l'autre. C'est assez comique. Et dans le cas de LVMH, c'est 70 marques du luxe. Quand même. Alors, évidemment, lui, il est présent à Paris. C'est une négociation qui a été extrêmement difficile. Tu aurais pu penser, d'ailleurs, que comme LVMH et les Jeux olympiques se déroulent à Paris, c'est comme une paire normale. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été complexe. Et c'est drôle, hein? Un de ses premiers commentaires, tu sais ce que ça a été dit, de dire à la fin, là, parce qu'il a dit on le sait que ça va ruer dans les brancards. C'est-à-dire qu'en France, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Puis effectivement, c'est drôle, je parlais récemment à quelqu'un qui s'était déplacé à Paris il n'y a pas longtemps, puis qui me disait qu'effectivement, ça parle des Jeux olympiques, mais pas de la manière habituelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français... Bon, je me suis même enfargé sur un sondage selon lequel, je trouve ça remarquablement étonnant, si c'est vrai, qu'il y a plus de 50% des Parisiens qui ont dit « Moi, durant les Jeux olympiques, je m'en vais ». Je veux bien croire que sur le plan de la circulation, ça va être un petit peu plus délicat. Ça peut être un désir, mais est-ce que ça va être une réalité? Mais tu vois, alors tu parlais de râler, c'est ça. Oui, effectivement, ça brasse fort. Et pourtant, à l'échelle planétaire, on parle, dans le pire des cas, de 15 millions de touristes qui vont se déplacer. C'est quand même du monde. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas 15 millions de billets disponibles. C'est ça qui est remarquable. C'est qu'il y en a autour de 10 millions. En d'autres mots, il y a beaucoup de gens qui vont accompagner des gens qui vont
aller aux Jeux olympiques. Eux, ils vont être là, physiquement, évidemment. Donc, ils vont se déplacer à Paris. Donc, ils vont peut-être s'enfarger aussi dans un magasin de LVMH. Là, c'est sûr. L'une des bannières, je précise, pour être plus précis. Les plus connus, c'est quoi, les 2-3 plus grosses? Dans le cas de LVMH, le dossier est très amusant parce que normalement, une commandite, un partenaire mondial, paie par Jeux olympiques 100 millions de dollars. Okay. Alors, tu en as cette fois-ci 14, très connus, Alibaba, Intel, Omega, Panasonic, Samsung, Toyota, Visa, je te donne les plus connus, Procter & Gamble, et évidemment Coca-Cola. 100 millions de dollars. Dans le cas de LVMH, la rumeur, c'est qu'ils auraient payé 160 millions de dollars. Oh. Donc, ils ont payé plus cher. Alors, une partie de la négociation, ça a probablement été ça. C'est comment vous justifiez le fait que vous allez nous demander plus que vous demandez aux partenaires mondiaux. Puis dans notre cas, à nous, ben on va être là, on va être présent, en tout cas, ce qu'on peut comprendre à ce stade-ci, une fois. Donc, pourquoi vous nous demandez un petit peu plus de sous? 2, je te rappelle que LVMH, c'est des produits de luxe. Hein? C'est Louis Vuitton, c'est Dior, c'est Sephora, c'est Moët & Chandon. Alors, a priori, tu pourrais dire, je vois pas le fit, le mix. Hein? Parce que là, c'est Jeux olympiques. C'est un petit peu plus grand public. Après tout, on parle de 3 milliards de paires d'yeux qui vont s'enfarger dans une ou l'autre des disciplines ou des sports dans les prochaines semaines. Donc ça, c'était le deuxième problème. Puis si tu as écouté attentivement la liste, Gilles, tu as dit, oups, je pense que certains produits, donc des partenaires mondiaux, qui sont en compétition avec des marques de LVMH. C'est sûr. Alors l'exemple, c'est la montre de luxe, Omega. Mais eux vendent des montres LVMH. Donc, ils ont une des marques, une des bannières connues. C'est précisément ça. Alors là, tu devines que probablement que... Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Non seulement c'est probablement, c'est comme ça. C'est qu'il a fallu dire, OK, vous allez pouvoir vous associer au jeu, mais ce serait-tu possible de ne pas parler de montres? Tu vois un petit peu le genre de défi? Alors, c'est ça qui explique que tout ça a été signé l'été dernier. Mais là, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, vous me diriez, l'été dernier, 1 an avant les Jeux olympiques, aucun problème! Non. L'été dernier, dans ce contexte-là, c'est très, 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 très tard, très tardif. Donc, c'est vraiment là, tu vois que ça a été difficile. Et puis, à l'arrivée, à un moment donné, on a annoncé ça. Puis, j'aurais pas pu imaginer que l'une des entreprises, en fait, l'entreprise française la plus importante à l'échelle planétaire, ne soit pas associée d'une manière ou d'une autre aux Jeux olympiques. Avoue qu'elle ça aurait été un peu... Un petit peu bizarre. Encore une fois, je comprends, tu as vu que j'ai identifié comme ça 3 puis 4 problèmes, mais au-delà de ça, c'eût été un peu étrange. Mais prenons ça à la base. Des Jeux olympiques, il y en a eu, mettons Albertville, si je parle de la France, tu arrives, c'est un village qui est à peu près 2000 personnes, j'exagère, mais qui est devenu, quand on a fait les Jeux olympiques, c'est autre chose. Mais quand on parle de Paris ou quand on parle de Londres, on parle de villes où les gens, quand ils y vont, une des activités qu'ils vont faire, outre voir les beautés, les splendeurs de la ville, c'est qu'ils vont magasiner. C'est une évidence. Tu sais, le lien avec LVMH, ce que tu dis, est évident. Et ça, c'est mon premier point. Je sais que tu vas mentionner qui sont les gens qui vont venir, d'où ils viennent. Mais pour être allé, tu sais que je suis allé plus souvent que la moyenne des ours, puis c'est pas pour me vanter, c'est parce que j'ai une passion, et ma blonde, on partage ça, ma blonde et moi. On aime l'accent européen, on aime l'accent français, on aime la France, on s'est promené de haut en bas, d'est en ouest, on a tout fait. Fait que tu sais, on a ce bonheur-là de vivre avec les Français. Et il reste que les gens qui vont magasiner, c'est une chose, les gens qui vont vouloir dépenser, là j'ai perdu mon idée, ça me fait skier carrément, mon cher Luc. Je pense que tu voulais... écoute, je t'en présume donc de ce que c'est. Mais je pense que tu voulais faire le lien, évidemment, entre la France, entre LVMH, entre le fait que... La clientèle. Tu vas te promener à Paris, tu vas aller... Mais je veux parler de la clientèle. Oui, shopping d'une part, mais la clientèle parce que ceux qui vont venir, ceux qui sont allés à Paris, c'est ce que je voulais dire, remarquent... Ils ne comptent pas leurs sous. Ils remarque. des sous parce que le billet n'est pas donné, puis sans surprise, tu as plein d'entreprises françaises qui ont dit c'est là ou jamais. Carrefour, que tu connais bien aussi, certainement. Orange, Sanofi. On est dans le domaine des produits pharmaceutiques ici. Mais oui, j'aurais pas pu imaginer au fond, et qu'on débute d'ailleurs, curieusement, l'entrevue là-dessus, montre bien comment il n'y a rien de gagné en France, même si, je reviens sur Paris, puis je pense que c'est l'autre élément vers lequel on s'en allait, ou tu t'en allais à tout le moins, c'est que
le fait que les Jeux olympiques se déroulent à Paris, c'est la 3e fois que ça se déroule, parce qu'on est au tout début de l'autre siècle. Et en 1924, et petite anecdote, Gilles, 1924, c'est les premiers Jeux olympiques retransmis à la radio. Vois-tu comment? C'est un événement, mais tu sais que... Oui, mais 1924. Et donc, tu as plusieurs entreprises. Decathlon, qui va habiller les bénévoles, il y en a quand même 45 000. Alors, plusieurs de ces entreprises-là ont levé la Air France, qui est le point de contact, dans le fond. C'est le point d'entrée. Quand tu vas arriver à Charles de Gaulle, ou, peu importe l'endroit. Les emblèmes français, dans le fond, les marques emblèmes françaises vont être présentes de toute évidence. Oui. Alors, ne serait-ce que pour être ce qu'on appelle communément un bon citoyen corporatif, ça peut faire rire certaines personnes, mais c'est très important. C'est-à-dire que tu accueilles la visite de la planète Terre, 15 millions de touristes, minimalement, lève la main, minimalement, montre-toi. Oui, je suis là. Puis, et comme ça se passe à Paris, ça fait partie du package, là. Souvent, on se pose la question, pourquoi les Jeux olympiques? Évidemment, pour les valeurs, la passion, l'excellence, le dépassement de soi, la victoire. Mais au-delà de ça, sur le plan marketing, c'est la télé en direct. Tu vas le regarder là. Puis maintenant, avec les plateformes numériques, ben, tu peux les regarder là, peu importe le sport. Oui. Puis cette fois-ci, un peu à l'instar de Tokyo, mais Tokyo s'est passé dans des stades vides, tu te souviens? Ah oui. Puis la COVID, ça nous a fait réaliser... Moi, ça a été... De mon côté, je dois reconnaître, ça a été j'allais dire un wake-up call, mais ça a été une révélation plutôt en français, mais la foule compte. J'ai jamais pensé... Tu penses parfois, la foule compte pas. Mais on se disait, pour la télé, dans le fond, il y a tellement d'images. Parce que c'est la foule qui te dit qu'il y a un exploit. Ben oui. Dans certains cas, même la foule fait partie de la pièce de théâtre. La lutte. Ah, ben oui. Tu te souviens de matchs de lutte de la WWE, mais dans des amphithéâtres vides. C'est là que tu t'aperçois que le gars qui a une pancarte un peu bizarre, avec une faute d'orthographe dessus, c'est important. Ça fait partie du show. Puis, alors, tu as évidemment donc la télé en direct. Tu as même certaines entreprises maintenant qui disent, moi, il n'est plus question d'annoncer à la télévision si ce n'est pas un événement en direct. Ah oui, c'est sûr. Toute la valeur question est là. d'image, évidemment, dont on parlait un petit peu plus tôt. Nouvelle plateforme. Alors, tu vas pouvoir voir tous les sports. Et quand je dis tous les sports, c'est tous les sports, parce que là, il va en avoir quelques-uns un peu étonnants. Et dans certains cas aussi, c'est les endroits donc où ça va les sites où ça va se dérouler. Alors, je précise que tout ne se passera pas à Paris. Tu vas avoir des activités à Lyon, à Nantes. Oui. Ailleurs en France. Oui, et t'en as une. Moi, celle-là, vraiment. Je l'ai lu 2 fois parce que j'ai dit, peut-être je me trompe, là. Le surfing. Donc, des compétitions de surf. Ouais. Dans la scène, ça aurait été complexe, là. Mais là, tu te dis, où est-ce qu'ils ont fait ça? Ouais. Attends un petit peu, pense-y comme faut. La Polynésie française, à Tahiti. Donc, tu as des athlètes à Tahiti qui vont faire du surf. Moi, je trouve ça capoté. Skateboard. Mais pourquoi pas, quand on y pense? L'escalade. Pourquoi pas? Oui, puis, alors, mais ceux-là, en réalité, ça s'était déroulé sous une forme ou sous une autre à Tokyo. Mais si tu cherches vraiment l'événement de cette fois-ci, puis là, c'est le défi des Français, ils se sont dit, comment on fait pour s'assurer que les Jeux olympiques vont rester actuels, vont rester pertinents? Parce que là, la nouvelle génération dit, j'ai pas le temps d'écouter ton événement d'1h30, c'est trop long, pourrais-tu me donner un petit mime de un petit 20 secondes? Oui, je pourrais te faire ça sur TikTok, mais... Il y a des compétitions. Tiens-toi bien. Et là, ça nous rajeunira pas. J'ai le roulement de tambour. De breakdancing. Et bâtins. OK. Je suis sur le dos, là. Ça va être très amusant. Mais vois-tu, ce qui est intéressant, prof Dupont, c'est qu'il fut un temps, trop longtemps, d'après moi, puis d'ailleurs, les contraintes économiques nous ont amenés ailleurs, où on exigeait que tout se passe dans un rayon très restreint, ce qui faisait qu'il y avait des coûts énormes parce qu'il fallait construire des structures qui n'allaient plus resservir. Mais aujourd'hui, la libéralisation que l'on voit en général, prenons l'exemple des communications, tu sais, le CRTC a perdu le Nord, là. On le voit, le CRTC, ils sont en mode oui parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a tellement de changements, et c'est libéralisation totale, mais c'est la même chose pour les Jeux olympiques, ça coûte tellement cher qu'ils ne peuvent pas se permettre d'exiger trop. La preuve, c'est qu'ils sont contents quand quelqu'un lève la main en disant, nous autres, on est prêts à mettre des milliards, on y va. Puis ils ont réussi de toute façon
de cette façon-là, a baissé les budgets fous depuis, je pense que c'est Sochi, où on avait battu tous les records de, je pense, 50 milliards, une affaire de fou. Mais depuis ce temps-là, on a restreint un peu plus les dépenses. Fait, vois-tu, cette ouverture-là vers, justement, des sites qui sont éloignés, mais qui sont plus respectables, plus accessibles pour les vrais sports, les vraies affaires, au lieu de faire du cosmétique, puis de quelque chose qui est forcé, puis qui coûtait les yeux de la tête. Je trouve que cette façon-là de voir rend ça plus intéressant. Moi, je pense que oui, en tout cas. Oui, puis, alors, oui, d'autant plus que tu as plus de sports, pas moins de sports. Là, tu vas en avoir 32. Tu as plus de sites, pas moins de sites. Alors, on parle de 35 sites officiellement. Tu as plus de délégations, 206 délégations, donc comprendre des pays ici. Alors, plus de visites, plus de monde. Effectivement, tu es condamné à un moment donné à dire de deux choses l'une, ou bien on essaie de concentrer ça dans un seul endroit et ça devient de plus en plus difficile, voire impossible, parce que là, sur le plan des infrastructures, ça devient colossal, les coûts que ça nécessite. Ouais. Ou bien tu dis, ben, on accepte qu'effectivement, on va se promener un petit peu en France. Puis quand je dis un petit peu, c'est un petit peu beaucoup dans le cas de Tahiti, évidemment. Dans le futur, je suis convaincu que c'est ce qui va se passer. Alors, on aura Los Angeles dans 4 ans, on aura Brisbane dans 8 ans. Alors, on sent bien qu'on va faire cet effort-là, certainement. Puis quand on y pense, Luc, on revient à la clientèle qui va se déplacer. Quand tu demandes à ceux qui voyagent, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont rendus là ou qui ont des moyens assez grands parce que ça coûte cher à voyager, quelqu'un qui est jamais allé à Paris va se faire dire « Ah, t'es jamais allé à Paris. » Tu sais, c'est comme un objectif pour tout le monde d'aller au moins à Paris une fois. Fait que, dans ce cas-là, ben, souvent, l'occasion fait le larron. Tu dis « Ah, ben là, il y a les Jeux olympiques, on va y aller. » Il y en a qui, au contraire, les Français, je peux comprendre que certains vont dire « Écoutez, moi, je voulais rester à Paris ou dans l'arrondissement numéro 17, 16 à Paris, 15, dans le 15e. Je voulais rester chez nous, mais on m'offre 2000 € par nuit. » Sacré mon camp certain. Il y a des gens qui sont allés pour l'argent faire une passe parce qu'ils se disent oui, j'aime ma ville, mais là, je suis capable d'aller chercher un petit 10 000 € dans la semaine. On va le faire. Plusieurs l'ont avoué. J'ai lu dans Paris Match qu'il y a plusieurs personnes qui disaient nous autres, on laisse la place aux autres parce qu'ils ont besoin. De toute façon, l'organisation a besoin d'endroits. Et j'ai trouvé intéressant, on dit la clientèle, particulièrement asiatique. Mais ceux qui voyagent, c'est ceux qui sont dans la nouvelle classe moyenne, les simples 200-300 millions de Chinois ou d'Indiens et les Arabes les plus riches qui viennent. Les autres réserves, puis ils ont les poches très, très profondes. Fait qu'ils sont prêts à payer, tu comprends? Fait que puis en même temps, je fais un lien avec ce que tu as dit en début de podcast, Luc. C'est des gens qui vont y aller aux Champs-Élysées, qui vont aller dans les boutiques sur les rues les plus prisées de Paris, qui vont y aller. Donc, LVMH va trouver son compte avec ces gens-là aussi. Tu vois-tu, il y a comme un lien. C'est plus si grand public que ça, je voulais dire, les Jeux olympiques. Oui. Particulièrement pour une ville comme Paris. Absolument. Puis, et ce qui nous ramène au point de départ de LVMH. Christian Dior, Fendi, Givenchy, Céline, Kenzo, Louis Vuitton, et évidemment Sephora, Tag, NSI, Hublot. Donc, c'est des marques intéressantes. Moi, je suis convaincu que et curieusement, d'ailleurs, M. Arnault prétend qu'ils l'ont pas fait. Il pense pas que ça va être si rentable que ça à cause des difficultés de se déplacer, des difficultés de circulation. Moi, au contraire, tu vois, je suis convaincu que ça va être un coup de circuit, total. Puis si je m'en remets aux commanditaires, alors dans le cas des Jeux olympiques de Paris, c'est au moment où on se parle 1,5 milliard de dollars qui sont allés chercher parce que au début, bien évidemment, la première part, c'est les partenaires mondiaux. La deuxième part, c'est les partenaires premium, donc qui sont plutôt français. Je te les ai nommés un petit peu plus tôt. C'est Danone aussi, Decathlon, Air France. Là. Je me permets de les rajouter. Puis au-delà de ça, ben, tu as tous les autres partenaires, ceux qui font ce qu'on appelle communément de l'échange de services aussi. Alors à la fin, là, la France va être un transporteur pour plusieurs pays. Au-delà d'une centaine de marques. Là. Je ne les ai pas comptées une à une, mais c'est une taille importante. Puis, dans le cas de NBC, déjà au moment, là aussi où on se parle, ils ont vendu pour 1,5 milliard de dollars de publicité. Oh. Alors, ce que ça me dit, puis ce que ça nous dit, c'est que le mot Paris, il compte pour quelque chose. Ah ben oui. Alors, évidemment, je ne voudrais pas comparer avec Tokyo parce que ça ne pouvait pas être plus compliqué. Rappelle-toi que ça devait avoir lieu en 2020. Ça a eu lieu en 2021, sans spectateurs, dans un contexte vraiment très, j'allais dire, apocalyptique, là, mais en tout cas très étrange quand on y pense aujourd'hui.
Et puis là, soudainement, ben, tu as toujours la télé en direct, tu as les nouvelles plateformes, donc Marketing 360, tu as l'image liée aux Jeux olympiques, tu as les nouveaux sports qu'on a ajoutés pour rester actuels, contemporains. Tu as Paris, alors un dans l'autre, quand tu mets tout ça ensemble, c'est pas si mal. Et je trouve qu'ils ont fait, les Français, ils ont pris toute une série de décisions originales. Par exemple, alors les médailles ont été designées par LVMH. Alors, tu vois j'en ai vu qui étaient très, très belles, très originales. Elles sont extraordinaires. Pour ceux qui les auraient pas, espèce de flamme, là, c'est superbe. Alors, évidemment, la médaille, c'est la flamme olympique. C'est Marianne aussi. Alors, là, il y a en fond-forme, là, qui est une figure évidemment symbolique de la France, une allégorie des valeurs françaises. Tu as les mascottes aussi. Moi qui me rappelle les mignons, mettons. Mais non, en grattant ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi une figure symbolique de la France. Là, je ne veux pas me tromper dans la prononciation. Est-ce que c'est Frige? P-H-R-Y-G-E-S, Gilles? Je sais pas comment tu... Je peux pas te challenger là-dessus. Je t'avoue que je m'étais jamais enfargé dans ce mot-là auparavant. Là. Je te ferais pas croire que je lis sur le domaine fréquemment. Et puis, tu as tous les annonceurs aussi incontournables. Je te parlais de la puissance française. Nike a annoncé que c'était les Jeux olympiques lors desquels ils investiraient le plus de sous. Je te précise en passant que ce n'est pas un commanditaire officiel. Alors, à certains égards, on fait ce qu'on appelle communément ici du marketing d'embuscade. Alors, qu'est-ce que c'est le marketing d'embuscade? C'est je laisse quelqu'un d'autre payer les droits, puis moi, je m'en vais jouer dans ces talles. Et les Français étant ce qu'ils sont, sans surprise, ils ont voté une loi là-dessus. Vois-tu comment on n'en sort jamais, là? En même temps, c'est le lieu, puis c'est mythique. Mais c'est aussi les Français. Ah. Et alors, ils ont voté une loi là-dessus, et puis ils ont averti les athlètes parce que, tu te précises que si tu recules loin dans le temps, en 2012, il y a une compagnie qui avait réussi à contourner ça de façon extrêmement habile, c'est les écouteurs Beats. Oui. Alors, à un moment donné, en regardant les Jeux olympiques, la retransmission à la télé, les responsables des Jeux olympiques se sont aperçus que plusieurs athlètes, avant la compétition ou après la compétition ou entre deux compétitions, se mettaient ça sur les oreilles. Et évidemment, c'est drôle, mais il semble qu'ils sont très identifiés. Il semble que je ne peux pas manquer le nom des écouteurs qu'ils ont sur les oreilles à Londres en 2012. Et c'est là, après, qu'on a dit, il faudrait peut-être aussi que les athlètes soient soumis à ça, à certains égards. Alors, on a maintenant un règlement en lien avec ça. Dis-moi, tu as parlé de sport Nike tantôt, puis je me posais la question, mais juste là-dessus, comment on départage? Tu sais, parce que je me rappelle qu'on a jasé ensemble, à moins que je me trompe, si je me trompe là, je vais avoir le fou, ça ne sera pas la première ni la dernière fois. On a parlé d'Adidas, je t'assure que c'était français, tu me dis, non, c'est pas français, c'est Adidas, c'est pas français. C'est allemand. Bon. Oui. Alors, je me suis mis à regarder, j'ai dit, là, on est en France, tout le monde va avoir son petit côté dans le Kodak, tu sais, dans le fond, il y a des gens qui vont payer, tu parles de Nike, mais dans les compagnies comme Champion, Lacoste, le coq sportif, tout ça, est-ce qu'ils réussissent à se placer ou c'est comme du, entre guillemets, local là-dedans? Un athlète pourrait-tu porter? C'est ça, je me demandais, les marques françaises. Tu as parlé de Decathlon tantôt, qui est commanditaire officiel, mais à ma connaissance, ils n'ont pas comme un logo connu, comme par exemple, on parle du coq sportif ou Champion ou des compagnies comme ça. Oui, dans le cas de... reprenons l'exemple de Nike, parce que c'est le plus intéressant, certainement. Ils ne sont pas donc commanditaires officiels, mais ils habillent plusieurs athlètes. OK. Alors, c'est comme ça qu'ils contournent le... Ça, c'est toléré, c'est-à-dire même s'il y a un autre commanditaire majeur? Oui. Okay. Et là aussi, dans le cas de Nike, ils sont généralement considérés comme les inventeurs de ça, même si c'est toujours difficile de dire c'est eux qui ont inventé quelque chose, parce que dans le domaine du marketing, souvent tu vas lever la main en disant « Mais c'est moi ça qui a eu cette idée-là la première fois. » Mais dans le cas de Nike, le précédent, on est en 1996, c'est les Jeux olympiques d'Atlanta. Oui. Et là, tu vois un village olympique. Et ce que Nike décide de faire en amont, donc plusieurs mois avant le début des Jeux, c'est d'acheter tout l'affichage autour du parc olympique. Si bien qu'on s'est aperçu durant les Jeux et après que beaucoup de gens qui s'étaient déplacés à Atlanta ont dit, le commanditaire officiel des Jeux olympiques, c'est très facile. Ah oui. C'est Nike. Je les ai vus partout, monsieur. Ouais. Et c'était pas Nike. Alors, dans ce cas-ci, on habille des athlètes et
Et Nike, curieusement, peut-être que certaines personnes l'ignorent, mais récemment, c'est plus difficile. Ah oui. C'est plus difficile et moi, je te raconte évidemment, j'étais récemment en voyage aux États-Unis et mon petit mulot vire toujours. C'est quelque chose que j'arrive pas à... Tu remarques, tu regardes et t'analyses. Oui. D'ailleurs, les gens qui m'accompagnent souvent me disent qu'est-ce que tu vois là? Puis, c'est rare que tu dis à quelqu'un, Gilles, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, souvent, il y a 2-3 tannants qui m'accompagnent dans les voyages puis qui me disent OK, c'est quoi là que tu vois? Là? C'est quoi la vibe là? Qu'est-ce que tu sens? Et je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose et ça m'a sauté aux yeux. C'est la popularité d'une nouvelle chaussure sportive qui s'appelle Hoka, H-O-K-A. Et j'ai quelqu'un dans mon entourage qui s'entraîne, une vraie personne là, qui est en shape, là, que d'ailleurs que je vais saluer, Martin, qui écoute d'ailleurs tous tes podcasts. Si jamais tu as déjà vu quelqu'un qui t'écoutait à partir du Portugal, ben c'est Martin, quelque part en janvier ou février, en train de faire son jogging d'ailleurs. C'est là qu'on voit comment on est dans un monde complètement différent avec le podcast qui connaît d'ailleurs probablement au moment où on se parle son âge d'âge. Parenthèse ici. J'y reviens, mais alors je suis en vacances. Puis je vois des gens que je qualifierais d'en forme, parce qu'il y en a qui sont moins en forme, puis, et ils ne portaient plus des chaussures Nike. Ils portaient des chaussures Hoka. Et moi, ça m'a fait sursauter parce que c'est tellement criant, c'est tellement évident. Et là, ben, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Nike n'a raté une. C'est pas grand public, là. Hoka, c'est vraiment des spécialisés pour la course à pied, d'abord et avant tout? Au départ. Mais la beauté de quelque chose qui dit ça, c'est que ça vient de où, ça? Même ceux qui ne s'entraînent pas vont les utiliser parce qu'ils veulent dire qu'ils s'entraînent. C'est américain, Hoka, ou c'est-tu européen? Oui. Et ça fait partie d'un plus grand groupe, d'ailleurs, qui est coté en bourse. Mais dans le cas de Hoka, alors dans le cas de Nike, c'est qu'ils ont assumé que les gens achèteraient tout le temps des chaussures de basket. Alors, c'est Michael Jordan, évidemment. Ben oui, les grandes stars. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une fatigue. C'est comme les gens disent, OK, la chaussure de basket, là, ça va sportive, être beau. C'est correct. On veut le changement, on a compris. D'autant plus qu'ils sont de plus en plus grosses, puis ils sont étranges un peu, des fois. Je ne sais pas, ils sont un petit peu trop colorés. Tu vois un petit peu l'idée? Alors, Nike a annoncé que c'était les Jeux olympiques durant lesquels ils investiraient le plus de fric. Et il y a des gens qui pensent que c'est l'événement, historiquement, durant lequel Nike aura, quand on aura terminé tout ça, investi le plus d'argent dans l'histoire de Nike. Alors, il y a de la chaleur, il fait chaud. Lors des 4 derniers trimestres, Nike a investi, tiens-toi bien, en communication marketing, 4,3 milliards de dollars contre 2,7 milliards pour Adidas. C'est quasiment, écoute, je ne dirais pas que c'est du simple au double, mais c'est pas loin. Alors, Nike sent la chaleur, puis là, ils disent, on va profiter des Jeux olympiques pour essayer de se... Est-ce que leur axe de communication reste des vedettes, des porte-paroles, ou si ils vont avec d'autres? Oui, aussi, puis évidemment des athlètes dans ce cas-ci. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, mais ça nous dit qu'il se passe quelque chose. Puis Nike, si tu cherches le sport en montée aux États-Unis, dimanche dernier, donc on enregistre au moment où on enregistre, nous sommes le 26 juin. Alors, dimanche dernier, sur Fox, le Fox réseau national américain, dimanche, tu n'as pas eu un match de soccer durant la journée. Tu n'as pas eu 2, tu n'as eu 3. Je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la télévision américaine. Ah non. Grand public. Évidemment, ESPN, oui, c'est déjà arrivé, mais grand public. Et je me disais, ça, c'est ce qu'on fait normalement avec le football. Un match qui commence vers 1h. J'ai un ami qui est allé aux États-Unis très, très récemment qui me dit, écoute, sa surprise dans les bars sportifs, c'était l'Euro à la télé. Aux États-Unis. Oui. Aussi, il dit, avant, ça aurait été baseball seulement. Il arrive là, bing, bang, 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 les écrans partout. L'Euro, wow! Mais la communauté internationale, les États-Unis, ce sont des États unis, ce sont des citoyens encore de partout dans le monde. Fait que ça s'explique finalement. Oui, et dans le cas de Nike, ils ont manqué la MLS. C'est Adidas qui est associé à la MLS depuis des années et des années et des années. Et ils ont manqué Messi, qui est avec Adidas. Messi qui a déjà été momentanément
avec Nike. Ouais. Donc, c'est remarquable. Il va espérer que ça... Petite question d'observateur. J'essayais d'imaginer, je pense pas que tu as une réponse claire là-dessus, mais comment le comité olympique, qui évidemment ramasse de l'argent en ayant des commanditaires majeurs puis qui ont des droits, évidemment, qui demandent d'avoir le respect des droits, comment ils font pour... Je te donne un exemple bien simple. Tu as un coach, mettons, tu as des coachs, on voit des coachs tout le temps, que ce soit à la natation, que ce soit dans n'importe quel sport, on va voir les coachs. Et pour se parler entre eux, parce que souvent il y a des foules très fortes, ils ont des écouteurs. Et sur les écouteurs, quand c'est marqué en gros Bose, moi je présume assurément qu'il y a quelqu'un qui paye pour ça. Donc Bose paye pour que les écouteurs, on le voit au football aussi, mais je te parle, mettons, aux Olympiques. Est-ce qu'ils sont capables de contrôler chacun des éléments commerciaux? Par exemple, une équipe qui arrive sur le terrain, y a-t-il quelqu'un qui va vérifier les droits et va dire « Hey, vous ne pouvez pas promener avec des Bose parce que c'est nous autres, c'est Sennheiser qui est commanditaire. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie ça? C'est-tu contrôlable à ce point-là? Oui, tout est contrôlable. OK, ça, je me demandais. Et la beauté maintenant, c'est que tu as, avec, entre autres, l'intelligence artificielle, on en apprendra certainement prochainement, mais auparavant, oui, tu avais déjà un peu d'ailleurs comme quand tu écoutes une chanson et puis tu vas sur Shazam, puis est reconnue, c'est ça. Alors, c'est cette trace-là, oui, cette trace-là est absolument reconnue. Tu pourrais être averti si jamais tu mettais un commanditaire qui n'est pas de la gang. Ça va être identifié tout de suite. OK, ils vont dire, on ne sait pas quand même, il faudrait que tes écouteurs changent, là. Ou on va mettre un tape dessus. OK, je me demandais si c'était contrôlé à ce point-là. C'est très, très contrôlé. Puis c'est ça aussi qui permet, Gilles, quand tu commandites une voiture durant une course de NASCAR, ou en fait, durant des courses de NASCAR, parce que tu ne vas pas commanditer une course de NASCAR, mais plusieurs, puis un championnat, puis etc., puis un pilote. Quand tu veux savoir comment valait la visibilité de ça, dans le temps, là, c'est quelqu'un qui était payé puis qui regardait l'activité. Puis je te le dis sans blague parce que quand on avait voulu évaluer la valeur des bandes de patinoire au Colisée, dans le temps des Nordiques, Cossette a Impact, en fait, puis je vais être même plus précis, ils se sont posé la question, comment ça vaut? Mais dans le temps, tu sais comment on faisait? On regardait le match. Puis là, on avait un chronomètre. Puis là, on disait, j'ai vu telle bande, tel nombre de secondes. Puis là, après ça, tu appliquais à ça un facteur... L'auditoire? Dans ce cas-ci, divisionnel. C'est-à-dire que tu disais, OK, on assume qu'à peu près la moitié du temps, il y avait un joueur devant le logo. Donc, peut-être que c'est moins évident. On voit moins le logo. Alors, vois-tu un peu comment on... Eh, mon Dieu. Toutes les variables étaient mesurées. Oui, puis évidemment, c'est pas une science exacte. Là. Les gens qui nous écoutent vont dire, ouais, OK, mais là, comment tu fais pour... Alors, on avait dit 50% du temps, il y avait quelqu'un devant le logo. Donc, coupe le nombre de secondes par la moitié. Puis après ça, OK, donc comment vaut le logo? Alors là, ce qu'on a dit, c'est comment aurait coûté une pub de 30 secondes? Puis mettons qu'on a vu le logo durant le match, l'équivalent de 90 secondes. Tu me suis toujours? Oui. On va prendre le chiffre de 30 secondes de la pub, on va le multiplier par 3, puis on va dire c'est ça que ça valait. Puis après ça, on va multiplier par le nombre de matchs annuels. Mais là, il y a un autre facteur, il y a des gens dans l'amphithéâtre, eux voient la pub de bout en bout, puis il y a des gens qui ont vu le match à la télé. Fait qu'on rajoutait ces pans de murs-là. Tu vois-tu un petit peu? Oui. Un peu comme on fait avec l'affichage. Alors, comment on mesure l'affichage? Souvent, là, on se pose la question, pourquoi l'été, des fois, on se promène, puis dans la rue, là, il y a comme une petite lanière de caoutchouc, là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Là, ça fait touc-touc. Hein? Alors là, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure le nombre de voitures qui sont passées. On dit, OK, comment on pense qu'il y avait de personnes dans la voiture en moyenne? Donc, c'est un facteur multiplicatif, encore une fois. Mettons, prenons une histoire simple. 1000 voitures, 3 personnes par voiture. 3000 personnes. Tu me suis toujours? Oui. Puis on a dit, mais il y a aussi des gens qui se promenaient à pied qui sont passés devant le panneau. On va les compter aussi. Ça, c'est un job d'été là, pour souvent des étudiants. Oui. Avec la chaise pliante là, de Watcher. Puis on s'assoit. Tu l'as déjà vu, ce que je te raconte. Ah oui, la bouteille d'eau, oui. Puis à la fin, tu dis, durant la journée, j'ai constaté qu'il y avait 10, 12 000 personnes qui sont passées devant le panneau, plus. Puis là, tu prends pour acquis que toutes les personnes qui sont passées devant le panneau, au sens du calcul que je viens d'évoquer, ont vu le panneau. Même si... En agence, on utilisait aussi toujours un facteur divisionnel en disant, dans le fond, c'est quoi le pourcentage de gens qui sont passés devant le panneau, qui ont vu le panneau? Alors, mettons, c'était 10 %. Vois-tu un peu tout ça? Très bien. Alors, je reviens toujours à ta question. Oui, tout ça se calcule très, très bien.
Et maintenant, au moment même de l'événement, à la fin, tu as déjà le chiffre. Tu sais déjà comment ça valait. Et c'est pour ça qu'on est capable de dire, ben, le show de Madonna valait au Super Bowl tel montant. Et le show, mettons, de Weeknd valait tel autre montant. Parce qu'on est capable de faire tout ça. Et lors du dernier Super Bowl, puis c'est drôle parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était le Super Bowl. Tu vois qu'on, quand même, on est dans les gros événements. On est dans les Major League, ladies and gentlemen. Et c'est là que tu t'aperçois que tout ça est mesuré, puis tout ça a une valeur. Et c'est pour ça que les commanditaires s'associent à ces gens-là. Dis-moi, quand un NBC de ce monde ou les autres grands diffuseurs mondiaux qu'on connaît moins, mais qui sont importants aussi pour des jeux internationaux comme ça, est-ce que pour eux, puis pour les commandites et pour le succès commercial de l'activité, le temps horaire, c'est-à-dire le fait que ça soit 6 heures avec nous, l'Amérique, est-ce que ça compte beaucoup, le décalage horaire? Oui, ça compte et c'est toujours calculé, effectivement, parce qu'il y a des années où ça s'est passé et c'était peut-être pas l'idéal. Oui, ça va être vu en différé, donc c'est moins intéressant, mais en tout cas. Oui, mais dans ce cas-ci, la beauté, c'est que si ça se passe en soirée en France, surtout la fin de semaine, le samedi et le dimanche, ben de notre côté à nous, ça... C'est l'après-midi. C'est l'après-midi, et ça, c'est idéal. C'est idéal, oui, c'est ça. Tu peux étirer la sauce, puis c'est pour ça aussi que NBC a dit... on va retransmettre tout ce qui va se passer. Tout. Alors, si bien que c'est probablement, sinon certainement, les jeux les plus, je dirais, adaptés à l'auditoire. C'est que, mettons, toi, tu dis, moi, c'est le surf que j'aime. Ou, attends un peu, il y en a un autre, Gilles, dont je t'ai pas parlé. L'escalade. Mettons, tu dis, toi, c'est l'escalade. Oui, c'est ça qui me fait triper, oui, c'est ça. Ben, la réalité, là, c'est que les réseaux conventionnels grand public, là, au Canada, là, pour ne pas dire au Québec, eux, ils font le calcul. Quelles sont les disciplines qui intéressent le plus les gens? Ça se peut qu'escalade n'est pas premier. Ça se peut. Ah oui. C'est comme curling, là. Oui, l'hiver. Ouais. Ça se peut curling. Mais curling à CBC, il est là de bout en bout. Mais curling au Canada, il n'est pas de bout en bout, n'est-ce pas? Puis si tu décides que tu vas y mettre bout en bout pareil au nom de la culture canadienne, tu vas t'apercevoir que les codes d'écoute seront pas au rendez-vous. Donc, il y a tout ce calcul-là qui est fait et qui n'est pas facile, puis qui fait que parfois, et ça va arriver durant ces Jeux olympiques-ci, c'est une petite prédiction hyper facile que je peux te faire, c'est que à 2 ou 3 moments, ils vont décider de sauter dans un autre sport, puis de peut-être pas finir la discipline en question, ou ils vont étirer un petit peu la sauce pour la discipline en question, puis ils vont manquer quelque chose qu'on n'aurait pas dû manquer. Et contrairement à ce qu'ils faisaient il y a 15-20 ans, où il y avait peur de parler des autres médias et entre autres du web, aujourd'hui, ils vont tout le temps te rabattre là-dessus. Si vous voulez en avoir plus, allez sur le site web, parce que dans le fond, les sites web de NBC, tout ça c'est extraordinairement complet maintenant. Il y a ça, et il y a aussi les canaux traditionnels, mettons NBC Sports, on va avoir le 1, le 2, le 3, même chose que ESPN. Je sais pas si ESPN est là, je pense pas, je sais pas comment ça marche. C'est l'argument de NBC. Peacock, parce que c'est le nouveau. Peacock, c'est ça. Allez sur Peacock, vous allez tout avoir ce que vous voulez. Oui, et même pour eux, c'est le prétexte. Dans le fond, là, des fois, tu essaies de me vendre quelque chose, puis tu dis, je le veux pas, jusqu'au moment où tu me dis, ah, mais si tu veux tel contenu, tu n'auras pas le choix. Puis là, tu te dis, sais-tu quoi? Finalement, un peu comme Paramount a fait en achetant un match des séries de la NFL cette année. Et il y a des dizaines de millions de personnes qui se sont abonnées à Paramount. Pour avoir le match. En disant, je veux voir le match. En plus, de mémoire, c'était un match impliquant le Kansas City. En passant, d'ailleurs, tu auras 2 matchs le jour de Noël, j'allais dire l'année prochaine, mais cette année. En fait, l'année actuelle. Parce que dans le fond, les gens sont libres, sont prêts, ils ont du temps pour écouter. Oui, ça. Alors ça devient le prétexte pour dire, ah, vous pensiez que vous n'aviez pas besoin, mais... Et c'est ça, au fond, la force de l'Internet, c'est que je peux combler des besoins de gens très, très pointus. Toi puis moi, je suis certain qu'on écoute des choses sur YouTube et on a les chiffres au moment où on enregistre aujourd'hui. On apprend que YouTube maintenant est en avant de Netflix en termes de streaming. C'est une très, très grosse annonce. Ça. C'est gros. Moi, je prétends toujours que le vrai géant qui va qui va changer les règles du jeu complètement, c'est pas Netflix, c'est YouTube. YouTube, il y a des gens qui pensent puissance, que si demain matin, Google scindait la compagnie en deux puis laissait aller YouTube, ce que je pense qu'ils vont faire un jour, ça sera d'ailleurs une de mes prédictions 2025, je te l'annonce tout de suite, c'est une entreprise qui vaudrait 400 milliards de dollars, juste YouTube. Alors, ça permet de faire énormément de choses. Puis, alors, les Jeux olympiques, c'est une plateforme idéale pour, je sais pas, moi, t'aimes le lancer du javelot. Bon, il y a probablement
personne qui nous écoute qui a déjà annulé un samedi après-midi, une activité du samedi, pour aller voir la compétition de lancer du javelot, n'est-ce pas? Mais lancer du javelot à l'échelle planétaire, c'est... Oui, c'est autre chose. Vois-tu un peu l'espèce de truc étrange? Mais hey, dis-moi, curiosité, encore une fois, à Prof Dupont, j'abuse de ses connaissances. Moi, j'ai 100 piastres à mettre, mettons ça simple, j'ai 100 piastres à mettre pour les Jeux olympiques à NBC. Est-ce que NBC me dit que ça coûte 100 piastres pour aller à la télé nationale NBC, mais si tu vas aller sur Peacock, ça va être un petit 25 piastres de plus, ou ils prennent le 100 piastres puis ils se prêtent partout? Comment ils font ça? Ben, alors, ou c'est ton choix, je sais pas. Ils ont offert, ils offrent un peu. D'ailleurs, comme on fait au Québec, je sais pas, moi, tu voudrais acheter du TVA, on va te dire, on aurait peut-être un peu de LCN aussi, ça t'intéresse-tu? Et d'autres TVA stations. Sport, mais... Oui, puis ça pourrait être un peu les journaux. Je crois que le plus bel exemple de ça, Gilles, ce serait la promotion récente de Rona avec Run. Ah oui. Journal et partout. Tu avais la couverture du journal, il y avait des articles, il y avait de la publicité, il y avait la plateforme, il y avait Facebook, évidemment, qui n'est pas lié à Québécois d'aucune manière ici, mais tu avais... Alors, c'est ça le marketing 360, et ce que ça permet. Puis la France, encore une fois, on risque de me répéter, mais a accepté de changer les règles du jeu. Alors, les médailles dont on parlait tantôt, le logo des Jeux olympiques des Jeux olympiques de Paris, c'est le même logo que les Jeux paralympiques. Souviens-toi que normalement, tu as comme... une différence. Sur le plan visuel, tu as 2 identités qui sont développées. Alors que là, les Français ont dit ça va être les mêmes médailles, la même mascotte, le même logo et la même affiche. Dans cette lignée d'inclusion, dans le fond? Oui, et c'est comme ça que ça a été vendu. C'est les jeux les plus inclusifs de l'histoire. C'est comme ça, c'est l'argument qui a été utilisé. Et l'autre truc, c'est que pourquoi faire, puis là, on ne peut pas passer à côté, pourquoi faire la cérémonie d'ouverture dans un stade quand, au nom de l'inclusion, on ne pourrait pas dire qu'on va la faire à grand déploiement? Et puis, c'est évidemment sur la scène. Oui, c'est ça. Là, on va se servir du fleuve. Oui, et là, tu peux deviner le défi, ne serait-ce que sur le plan de la sécurité. Moi, là-dessus, je t'avoue, puis je te parlais, quelqu'un qui est allé faire un petit tour en France m'a raconté 2 ou 3 petites anecdotes très amusantes, mais une de ces anecdotes-là, c'est que pas très loin de lui, tous les matins, il voyait la sécurité française se pratiquer pour les Jeux olympiques. C'est sûr. Puis l'autre truc qu'il me racontait, c'est qu'en visitant les Galeries Lafayette, à un moment donné, il voit... une série d'armoires à glace qui se déplacent. Et puis, il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis, il s'aperçoit que, visiblement, il protège quelqu'un. Il dit, je sais que c'est quelqu'un de connu, mais je sais pas c'est qui. Ça nous arrive souvent. Alors, il va voir un des commis dans une des boutiques en disant, monsieur, dites-moi, ce monsieur semble très important. Il est entouré d'armoires à glace, d'hommes très musclés et très grands aussi. C'est qui? Alors, c'est un Québécois qui pose la question, je précise. Oui. Un peu plus, je te dirais de qui il s'agit. C'est très amusant. Et le commis de répondre du tac au tac, mais monsieur, c'est Bernard Arnault. Il vient visiter ses magasins à toutes les 2 semaines. Okay. On est aux Galeries Lafayette. Alors ça permet de le Québécois a dit c'est qui, Bernard Arnault, peut-être? Oui. mais dans ce cas-ci, la personne savait c'était qui, mais juste pas assez pour le reconnaître. Je sais pas, des fois, j'ai déjà vu à face, mais c'est qui donc? Oui, mais alors sa surprise, ce qu'elle m'a dit, parce que c'est une femme, elle m'a dit il est très grand. Et moi j'étais convaincu que Bernard Arnault, parce qu'il est tout mince, hein, je pensais qu'il était pas grand, mais il est plus grand que pas. Et il est toujours à la tête de l'entreprise. Et récemment, ils ont modifié les règlements, les us et coutumes de l'entreprise en disant, en fait, du groupe, ou du conglomérat, je devrais dire, de LVMH, en disant, il pourra être là jusqu'à 80 ans, parce qu'évidemment, comme n'importe qui, il ne rajeunit pas, mais il est encore extrêmement alerte. Très alerte. Moi, de ce côté-là. Je l'ai vu en entrevue, je l'ai entendu, puis non, il était très alerte, très intéressant. Oui, il est passionnant. Puis, je rappelle, pour ceux qui ne suivraient pas du tout cette actualité-là française, c'est qu'il est marié à une Québécoise.
qui est une pianiste. Oui, international de renom. Alors, je le précise parce que là aussi, on essaie souvent de faire des liens avec le Québec. C'est notre petit côté chauvin. En fait, comme tous les peuples, en passant. Oui, ben oui. Tout le monde fait ça. Mais, alors voilà. Oui, alors c'est sur la scène. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 100 000 personnes qui ont payé, parce qu'il y a un bout du show qui va être payant. Mais on s'attend à recevoir, ou en fait à 500 000 téléspectateurs. En fait, spectateurs, pardon, pas téléspectateurs, spectateurs. Ou spectateurs. Donc, tout au long de ce convoi-là, les longs de... 10 500 athlètes, et le convoi, c'est, tiens-toi bien, 6 kilomètres. Alors, sur le plan de la sécurité, évidemment que c'est énorme, c'est énorme. Absolument colossal. S'il y a quelque chose qui peut mal tourner... Ça peut être ça. Ça va être la crainte. C'est sûr que ça va être la crainte parce qu'il y a des édifices, des bâtisses extraordinaires tout au long. Il y a des grands espaces. C'est une ville quand même qui a été refaite après au 18e siècle, mais vraiment, il y a beaucoup de grands espaces, beaucoup. Puis tu sais, oubliez ça, le steak en semelle de botte sur le bateau mouche, là, ça arrivera pas. À 40 €, là. Gilles, parenthèse aussi, il faut que je te raconte une autre. C'est rare que tu manges bien ces bateaux mouches, c'est juste l'expérience parlant. Puisque tu parles du bateau mouche, parce que là, tu viens d'ouvrir... Quelque chose que je pense pas que j'ai jamais raconté, mais quand j'étais plus jeune, un matin, mon père a dit on part en Europe. Oh! Toute la famille. Je pense que c'est la première fois que je la raconte. Je raconte peu souvent, au fond, des histoires très personnelles, mais okay. je m'en permets une parce que... On est dedans. Celle-là, je peux pas... Bateau mouche, je peux pas la laisser passer. Et donc, il décide d'aller en France pour faire, je crois, son postdoc. Alors, okay. il est là-bas dans un édifice... On y va en famille, mettons, c'est ça qu'il Oui, on y va en famille. Et on a passé 1 an en Europe. Je suis allé à l'école en France. Wow! Alors, j'arrive le premier matin, je peux te raconter ça, et là, la directrice de l'école entre, et tous les étudiants, spontanément, se lèvent debout. Et moi, ben, je suis québécois, on se lève pas. Hein? Bien non. Et là, elle nous regarde, et elle me regarde, et elle dit « Ah, mais voilà notre petit Canadien! » Je l'oublierai jamais. Et alors, elle dit pas québécois, elle dit Canadien, je le précise. C'est pas une erreur ici. Là. Et alors, donc... À toutes les semaines, on avait un exercice de composition. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je racontais ce qu'on avait fait durant la fin de semaine. Tu me suis? Oui. Ma mère avait décidé d'aller voir un musée par jour. On a passé 6 mois à Paris. Ah, alors, il y a des gens qui disent, ben donc, un musée par jour, c'est impossible. Non, il y en a en tabarouette. Hey. Alors, c'est très facile. Et des musées extraordinaires. Musée de l'enseigne, musée de la fiche publicitaire. Tu vois un peu le genre. Oui. Alors, je racontais ça. Et à un moment donné, on était allé à l'abbaye Saint-Michel, en tout cas, toutes sortes de choses. Et je racontais ça. Et ça, pour moi, je pense que c'est un moment clé dans ma vie parce que c'est là que j'ai appris à écrire. Parce qu'il fallait que j'écrive quelque chose à chaque semaine. Puis il corrigeait. Puis c'était implacable. Alors, je me souviens, dans mon cas, c'était il faudra lui acheter des petites boîtes de lettres S. Parce que j'oubliais de mettre le pluriel souvent. Je l'oublie encore des fois, d'ailleurs, même dans mon infolette. Puis je le vois après, là, je sursaute. Mais régulièrement, je gagnais. Je prétends pas que je faisais la meilleure composition, mais tu comprends que je le racontais à travers les yeux d'un étranger, dans une classe à 100% française. Ça a poussé ton inventivité. Et alors, je parlais la Tour Eiffel. Il n'y a rien de plus banal que la Tour Eiffel. Pour un Français, en tout cas pour un Parisien, à tout le moins. Mais je la racontais avec mes yeux d'étrangers qui étaient là, puis qui l'avaient trouvé bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et le prix, c'était le voyage en bateau-mouche. Et voilà le bateau-mouche qui revient. Et voilà, c'était ça. J'ai fait un lent détour pour dire, c'était ça le bateau-mouche. Et donc, à un moment donné, ils ont dit... Parce que là, il y avait un problème. On votait pour le gagnant. Mais là, à un moment donné, quand je l'ai gagné 4 bateaux-mouches, tu fais quoi? Et c'est là qu'ils ont dit, il faut trouver d'autres prix. Tu vois-tu un peu l'idée? C'est pour ça que je te parle du bateau-mouche. Si tu me permets. Je ne pouvais pas passer à côté. Et j'avais jusqu'à tout récemment, j'ai fait un ménage, je pense que je l'ai plus, mais j'avais jusqu'à tout récemment un bateau-mouche en plastique.
Et bâtins. Parce que la première fois, ma mère m'avait acheté un petit bateau mouche en plastique. OK, voilà, je ferme. C'était une petite capsule. J'aime beaucoup perso. marcher. Je le fais tous les jours ici à Québec, mais quand je vais à Paris, encore plus, parce qu'on aime se perdre à Paris, revenir à l'hôtel à pied, on se promène. C'est une façon de voir, de vivre. Mais je me rappelle, en étant le long des quais, à un moment donné, je suis allé voir, puis j'avais dit, est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois, je suis comme curieux, qui viennent prendre le bateau mouche. Puis là, le monsieur, ben vous savez, les Québécois, c'était très drôle, parce que il y avait la bonhomie, là, c'était très drôle. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, on dirait que je suis pas surpris. Il dit, vous savez que les Québécois sont faciles à reconnaître, parce que, pas toujours quand même, je ne vais pas exagérer, mais pas toujours. Mais il faut quand même dire qu'il y a des Québécois qui arrivent ici avec ce genre de casque, là, avec des moustiquaires. Oui. Ça, c'est vrai, là. Il arrive avec le monsieur, la madame, les enfants, ils ont tout le casque comme quand tu vas à la pêche parce qu'ils vont au bateau aux mouches, eux autres. Parce qu'ils ont sûr qu'il y a des mouches. Fait qu'il dit, OK. Mais tu sais, je me suis dit, OK, la fierté québécoise, ça peut arriver. Ça peut arriver dans d'autres nations aussi, mais il reste que c'est majeur. Puis quand t'en parles aux gens, moi, je me rends compte, je suis allé à mes débuts, première fois que je suis allé à Paris, je pense, puis j'ai jamais repris le bateau aux mouches. Pourtant, quand tu veux le soir, à la pénombre, voir Paris d'une façon vraiment différente et tout à fait originale, bateau mouche est une très bonne idée. Ou un bateau comme tel, là, mais souvent c'est plus accessible. Oui, c'est une bonne idée. De la même manière que souvent on dit que... Moi, je dis souvent aux gens, quand j'arrive dans une nouvelle ville, je fais le tour en autocar. Le fameux autocar rouge à 2 étages? Moi aussi. Oui, moi aussi. Et souvent, les gens me disent, c'est cucu. Et je dis non, c'est que ça vous permet très rapidement d'identifier des endroits où éventuellement vous allez pouvoir revenir. Parce que, complètement. Parce que malheureusement, souvent, quand tu vas dans une nouvelle ville, alors moi j'aime bien Chicago, remarque, aujourd'hui je le ferai plus, mais dans le temps, c'est comme ça que je l'ai fait les premières fois. Tu as quelqu'un qui t'explique l'architecture de chacun des trucs. Et ce que j'aime aussi avec le tour en autocar, c'est que très rapidement, ça te permet d'identifier le zeitgeist de la ville. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, au fond, sur le plan symbolique, là, localement, comment la ville est comprise? Alors, je te donne l'exemple de Chicago. Tout le long du tour de Chicago, on compare avec les immeubles de New York. Alors là, je comprends que Chicago, la compétition, c'est New York. Et à un moment donné, on me raconte l'anecdote suivante, que lorsque la ville a passé au feu, le maire a dit... Quelqu'un a dit, OK, vous allez financer la reconstruction de la ville? Oui, effectivement, nous allons la refinancer. Et sur la base de quoi vous allez sélectionner les projets qui vous seront soumis? Et le maire aurait répondu, seront financés les projets jugés impossibles à réaliser. Alors, vois-tu, c'est ça le zeitgeist. Et l'autre chose, c'est que quand la ville donc passe au feu, t'as des citoyens, je pense de Londres de mémoire, qui vont décider d'envoyer des livres à Chicago en disant « Votre bibliothèque a passé au feu. C'est terrible. » Et donc, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de pouvoir la regarnir à nouveau. Alors, voici des livres, en ne sachant pas qu'il n'y avait pas de bibliothèque à l'époque publique à Chicago. Alors, vois-tu, déjà, je viens de te dire 3 choses sur la ville de Chicago qui te permettent de comprendre un petit peu sur le plan symbolique comment ils se comprennent. Donc, Chicago, ça serait Joe Populo, quelque chose comme ça, mais qui regarde l'autre qui se vante, New York, en disant « je vais être capable de l'accoter ». On peut faire mieux. Donc, j'aime beaucoup ça. Je reviens un petit peu au jeu. On réussit à s'épivarder, c'est parfait. Oui, mais est-ce que c'est encore, comme dans bien d'autres manifestations sportives ou de grands déploiements, une difficulté de rejoindre les plus jeunes et les intéresser? Est-ce que c'est un concern en bon québécois? Oui, et lors des derniers jeux et des jeux au Brésil aussi, là, ce qu'on a remarqué, et ça, c'est une étude qui est très simple à faire, c'est qu'on a remarqué que les jeunes écoutaient de moins en moins les Jeux olympiques à cause, dans ce cas-ci, plus précisément, dans le temps, à tout le moins, c'était Netflix. Remarque, aujourd'hui, ce serait probablement YouTube. Il y a plus de jeunes qui passent du temps sur YouTube que sur Netflix, aussi curieux que ça puisse paraître, Gilles. C'est-à-dire, encore une fois, comment YouTube est puissant. Mais alors, voici comment on a fait l'étude, c'est très simple. On a demandé aux gens, en fait, on a mesuré leur profil d'écoute. Ça se fait de toutes sortes de façons. Puis à la fin des jeux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un paquet puis on a dit ça, c'est le paquet abonné à Netflix, parce que c'était Netflix dans le temps. Puis ça, c'est le paquet pas abonné à Netflix. Puis on a juste fait la moyenne d'heures de visionnement. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que si tu as Netflix dans la maison, ça fait très mal au visionnement des Jeux olympiques. OK. C'est pas plus compliqué, c'est comme ça qu'on le fait.
Je sais que tu avais mentionné des choses que tu voulais me parler, le marketing d'embuscade. Je ne suis pas certain que je sais exactement. Oui, on l'a fait avec Nike. OK, on a parlé. OK. Mais qu'est-ce que c'est embuscade dans ce cas-là? C'est de cacher oui, ou? En anglais, donc le ambush marketing. Alors, ce serait la traduction française de ça. Alors, c'est quand tu ne payes pas les droits je comprends. pour une commandite. Tu réussis à te faufiler, là. Oui. Alors, par exemple, imagine qu'actuellement, donc à ma connaissance, il n'y a pas de dans le domaine de la restauration, là, il n'y a pas de McDo ou de Burger King qui sont des partenaires McDo n'est pas là? mondiaux. OK, je suis surpris. Mais mettons qu'il y aurait McDo. Oui, puis c'est à cause des endroits où, en fait, le comité olympique a choisi certaines villes récemment, d'autres villes. Puis à un moment donné, McDo a dit on n'est plus à l'aise avec les choix de ça. Et puis Toyota a dit que c'était les derniers jeux qu'ils commanditaient, ceux-ci. Est-ce qu'il y a moins d'automobiles de ce que tu sais? Non, c'est qu'ils ont dit on n'est pas à l'aise avec quand on vous paie les commandites, là où va l'argent. OK. On voudrait que l'argent aille aux athlètes olympiques et c'est pas ça qui se passe. Oh. Puis à l'inverse, tu as Airbnb. Évidemment, dans ce cas-ci, tu comprends qu'il est dans le mille là, pour les Jeux olympiques et qui est associé avec les Jeux olympiques depuis plusieurs éditions et qui, lui, va poursuivre. Et dans le cas de Procter & Gamble, contrairement à ce qu'ils faisaient précédemment, souvent, ils annonçaient le logo de Procter & Gamble. Oui. Mais si je disais aux gens qui nous écoutent actuellement, trouvez-moi un produit Procter & Gamble dans votre maison. Bon, vous en avez tous un, là. Ça, on ne sait peut-être pas, dans le fond, c'est ça. Mais et mon chien est furieux. D'ailleurs, je crois que Procter & Gamble est aussi dans la nourriture pour chiens. Je ne vais pas me tromper. C'est sûr qu'il y a un sens à ça. Il y a oui. Dr Ballard ou quelque chose. C'est synchronicité. Mais non, ce qu'ils vont plutôt annoncer, c'est des entreprises donc, qui font partie du cheptel de marque. Alors, tu vas voir des annonces de couches, Pampers, de Gillette, Oral-B, etc. Alors, il y a une trentaine de marques, semble-t-il, qui vont être annoncées durant les Jeux olympiques. Moi, ça me semble très élevé. Je vais attendre de voir ça de visu. Mais ce serait la décision stratégique qu'aurait prise cette fois-ci Procter & Gamble, contrairement aux Jeux olympiques précédents. Les dates, il faut le rappeler. Juste rappeler que les Jeux olympiques, c'est du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Parce que cette année, bien évidemment, il y a l'Euro présentement. Puis après ça, c'est dans les gros événements, il y a ça, évidemment, les Jeux de... Oui, puis il y a le Copa aussi, qui serait l'équivalent de l'Euro pour les Amériques, là, qui se déroule aux États-Unis, avec Messi, qui va manquer le prochain match contre le Pérou. Ça a été annoncé il y a quelques instants. Mais au-delà de ça, oui, c'est un été extrêmement chargé. Et c'est d'autant plus étonnant dans ce contexte-là que la Ligue nationale vient juste de terminer ces séries. C'est incroyable. Mais pense-y en termes de date, là. C'est tard. Ridicule. C'est ce que je pense. C'est un sport de glace quand même. Oui, puis là, on embarque dans le repêchage. Oui, dans les heures qui suivent. On a à peu près au Québec 5 à 6 semaines de repos. Puis on va embarquer avec le camp d'entraînement du Canadien et le tournoi, évidemment, de golf, d'ouverture. Ouais. Je trouve ça, Gilles, ridicule. Moi aussi, on disait si ça sera au mois de juin, ça n'a pas de bon sens, mais là, écoute, c'est plus que ça. Ça vient de finir à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, quand on est le 24 juin. Oui. C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est surtout aussi le délai entre chaque match et le délai entre chaque ronde. Ah oui. Où à un moment donné, tu dis, pas 2 jours, pas 3 jours... Puis là, on étire la sauce. 4, 5, pratiquement une semaine. On perd C'est pas comme le Super Bowl où c'était un événement, un match. Il y a 2 semaines de délai, mais parce que c'est un événement qui est attendu. Mais la saison n'est pas aussi extensionnée que la Ligue nationale peut le faire. Oui. Là. En même temps, les propriétaires te diraient on n'a jamais fait autant de fric. C'est une année record sûr. À tous les niveaux. Puis moi, c'est une surprise. Sur le plan des revenus totaux, c'est quelque chose aussi que j'ai vérifié 2 fois plutôt qu'une. Sur le plan des revenus totaux, si je te disais que les revenus de la Première Ligue en Angleterre, qui est généralement considérée avec la NFL comme les deux références d'importance, les 2 références, oui, et les revenus totaux de la Ligue nationale de hockey sont presque similaires.
Ah, alors, sur ça ça m'étonne. Ben, c'est incroyable. Moi, c'est quelque chose qui me renverse. Puis l'autre chose qu'on a appris cette semaine, qui n'est pas négligeable non plus, c'est que là, on comprend que le hockey ne retournera pas, en tout cas, avec l'ex-propriétaire des Coyotes de Phoenix, là, de l'Arizona. Alors, semble-t-il que là, il a perdu sa dernière opportunité de le faire, ou sa dernière chance, et que là, il aurait annoncé aux employés que c'était terminé. Donc, Utah, bien évidemment, dans leur cas, ça ne change absolument rien, là. Mais ça veut donc dire que probablement qu'on ne retournera pas, en tout cas, à court terme, à Phoenix, qui est pourtant un marché de télévision important. Mais là, compte tenu des récents développements, on va probablement regarder. C'est drôle parce que ailleurs. quand on a parlé de la possibilité trop de fois, là, et puis mettons qu'on s'est tanné, du retour des Nordiques, quand il y a un retour, quand un Pelado parle, tout ça, j'ai l'impression que ça n'a aucun impact. C'est des coups d'épée dans l'eau. Dans mon entourage, il y a beaucoup d'amateurs de hockey, là. Oui. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Oui. Et tu as des gens aussi dans ton entourage qui connaissent ça beaucoup. Et oui, absolument. N'est-ce pas? Et non, c'est parce que... Au moins 2 personnes. Et souvent, ce qu'on me dit, puis je ne veux pas aller trop loin, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui parle, dans ce cas-ci, dans le cas des Nordiques, la personne qui parle tout le temps, qui aime être dans le Kodak, c'est le principal problème. Pourquoi on les aura jamais? Fait que c'est plate à dire, mais ça pourrait être ça. Hey, prof du pas? Oui. Merci. Ben oui, puis on a même eu droit à une couple d'anecdotes personnelles. Savoureuse. Ça, c'est rare, ça. Oui. C'est rare. Le bateau-mouche, là, quand même. Oui, je retiens. bateau-mouche. Hey, là, je vais croiser 2-3 personnes après mes conférences dans les prochains mois. Ils vont me dire, Salut, Luc. bateau-mouche. Bon été. Salut. Bye-bye.